Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier idées logistiques. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire via le canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action idées logistiques. On se trouve quasiment au plus haut, enfin on a quand même pris une petite décote de 20% par rapport au plus haut. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On va regarder ça ensemble. Commençons tout de suite par le chiffre d'affaires. Donc en médiane, on est sur une croissance assez élevée à 12,5%. 2022, c'est soldé par une croissance très élevée de 32%. En 2023, on se normalise à 10,5%, ça reste très bon. On voit que le groupe est capable aussi de faire des acquisitions pour agrémenter ses parts de marché, donc ça c'est bien, croissance organique et par acquisition. Regardons maintenant les taux de marge. Taux de marge brut en augmentation, qui est quand même pas très élevé en absolu, à 16,5%, mais on a une augmentation, donc ça c'est encourageant. Ce qui est moins bon, c'est que le taux de marge d'EBITDA est en baisse à 2,5%, ce qui est vraiment pas très élevé, alors que la médiane se trouve à 6%. Donc là, il faut comprendre, dans les dernières publications, qu'est-ce qui se passe pour que l'efficience opérationnelle se dégrade autant. Ça c'est plutôt inquiétant, et est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel? C'est quelque chose que vous devez éclaircir dans les rapports financiers. Pour ce qui est de la marge nette, on est au ras des pâquerettes à 1,80%. C'est vraiment pas très élevé, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce que le groupe n'est pas très rentable? Ou alors est-ce que il est rentable que depuis très peu de temps et ça explique pourquoi la marge nette est faible? Est-ce que si on regarde les free cash flow, on peut être rassuré par rapport à la profitabilité de l'entreprise? Regardons ça. On voit qu'on est quand même sur des free cash flow très élevés, enfin beaucoup plus élevés que les bénéfices nets à 11,5%. Donc on peut se dire que la marge nette est finalement pas représentative de la profitabilité de l'entreprise. En tout cas, ce qu'on voit au global pour les marges ici, c'est pas très qualitatif. Continuons quand même l'analyse. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Pour comprendre ce qui se passe, on va regarder les dépréciations et amortissements. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y a une accélération des dépréciations et amortissements depuis 2019. Pour ça, il faut essayer de comprendre ce que fait le groupe pour avoir autant augmenté ses dépréciations et amortissements. Si on compare par rapport aux dépenses en capital, elles sont quand même bien moins élevées à 2,5 milliards. Donc là, on a une explication de cette variation, de ce décalage positif du free cash flow par rapport au bénéfice net. On peut également regarder ce qui se passe sur la variation du besoin en fonds de roulement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc là, on a la majeure partie de l'explication. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour que les dépréciations montent autant par rapport aux dépenses en capital. Peut-être qu'il y a un changement dans la politique d'amortissement du groupe, quelque chose à éclaircir. Si on doit évaluer l'entreprise par rapport au flux, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, puisqu'ils représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Continuons avec la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur quelque chose de convenable, à 9%, c'est plus honorable. En revanche, depuis 2016, la rentabilité opérationnelle a bien chuté. On a quand même un peu rebondi en 2018, mais après ça, on se trouve dans des niveaux qui sont pas très élevés, à 6%. Donc, il y a peut-être un sujet sur la rentabilité. En plus, c'est un marché qui est en forte croissance, donc on ne peut pas autofinancer cette croissance avec une rentabilité opérationnelle aussi faible. Là, ça c'est un point négatif pour ma part, ce qui fait penser que le dossier n'est pas forcément très qualitatif. Continuons tout de même l'analyse. Et comme on peut s'y attendre, pas de rentabilité, beaucoup de croissance. Comment est-ce qu'on va financer ça? Eh bien, avec de la dette. Mais là, on est sur un niveau de dette qui est franchement trop élevé. On est à plus de 15 fois l'EBITDA, donc ça là il y a trop de dettes en fait à ce niveau-là. En tout cas avec les derniers EBITDA disponibles, si on prend le plus haut d'EBITDA de 2023 où on était à 250 millions, on était quand même à plus de 5-6 fois. Donc non, là c'est pas possible. Le dossier est pas du tout qualitatif à ce niveau de dette, c'est trop dangereux pour l'investisseur. Les free cash flow sont plus élevés, ce qui peut rassurer. On est endetté finalement que 4 fois les free cash flow, mais bon. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait des free cash flow qui soient beaucoup plus élevés que les EBITDA? Là, c'est quelque chose qu'on doit éclaircir parce que ça jette quand même un peu le doute sur le dossier. Normalement, on s'attend à ce que les EBITDA soient plus élevés que les free cash flow. Et là, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que le groupe compte dans ces free cash flow?
pour qu'il soit beaucoup plus élevé que l'EBITDA. Quelque chose à éclaircir de votre côté. On continue tout de même l'analyse, on va regarder ce qui se passe en termes de retour d'actionnaires. Donc là il n'y en a pas, ça c'est une sage décision, il n'y a pas de dividende. Est-ce que le nombre d'actions augmente? Malheureusement oui. On a une dilution des actionnaires, on est passé de 5,5 millions à 6,5 millions, donc à peu entre 10 et 15% de dilution depuis le début de la décennie, depuis le début de la période étudiée. On a une accélération en 2023 de cette dilution. Qu'est-ce que fait le groupe pourquoi est-ce que le groupe augmente autant le nombre d'actions? Donc la raison à mon avis c'est que on est sur un groupe qui est très endetté, il n'a plus accès à la dette parce que ça serait des conditions prohibitives, ou alors tout simplement les créanciers ne veulent plus prêter au groupe, et on a une dilution constante, on fait appel aux actionnaires pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et lever du cash. Donc ça c'est encore un point qui font penser que c'est pas un dossier qualitatif. Analysons maintenant la valorisation du dossier. Et pourtant, on est, alors en absolu, en médiane, on est sur du 11 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est finalement assez élevé quand même. Peut-être que c'est grâce à la forte croissance du groupe. En médiane, on est à 9, alors qu'actuellement on est à 10,8, donc en plus il y a une surcote. Donc 9, ça semble être un niveau moyen, mais non plus pas bradé, mais alors 10,8, donc une surcote par rapport à ce multiple, ça me semble être cher payé pour un dossier qui m'a l'air très dangereux. Donc il y a peut-être un souci sur les chiffres qui sont donnés par Coifin. Est-ce que cette dette nette là, c'est la vraie dette nette du groupe? Quelque chose à vérifier. Mais si on est dans une dette nette aussi élevée, là il y a un problème. Conclusion du dossier ID Logistics. Quantitativement, ça c'est pas bon. Il faut peut-être raffiner les chiffres et voir de son côté si en fait l'information donnée ici est pertinente par Coifin. Si on n'a pas envie de creuser, à mon avis, il vaut mieux passer son chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.